Bonjour à tous, on continue, deuxième vidéo hein, sur notre cycle sur l'open source comme bouc émissaire. J'avais promis qu'on parlerait du FUD, et donc c'est ce qu'on va faire, on va regarder effectivement en détail les mécaniques et les techniques autour du FUD. Jingle! Alors, comme je vous l'ai dit, le FUD, c'est pas lié à l'informatique, hein, c'est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus général, et on va justement essayer d'abord de le contextualiser d'un point de vue très général, avant vraiment de le remettre dans son usage contre l'open source. Donc, très clairement, la peur, c'est un outil de gouvernance. On va essayer de regarder un certain nombre de cas, et je vous ai prévenu, hein, potentiellement, il y a un côté un peu militant sur le sujet. Hein. Pour moi, je pense que c'est très important de discuter et d'expliquer ce qui se met en place quand on utilise le FUD. Et on va voir effectivement de façon concrète les mises en œuvre qu'il y a pu y avoir et ce que ça permet. Donc le cas numéro un qu'on va regarder, c'est autour du discours sécuritaire et la mise en place du FUD pour justifier la surveillance de masse. Donc clairement, hein, après le 11 septembre 2001, le Patriot Act est voté aux États-Unis en quelques semaines avec très peu de débats. Et pour limiter ce débat, la technique qui est cachée derrière, c'est le FUD. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce que le FUD a permis? C'est l'installation d'un système de surveillance globale, et ça on le sait parce que ça a été révélé par Snowden en 2013. Et clairement, la résultante, c'est un affaiblissement durable des libertés civiles. C'est la concentration de pouvoir dans les agences de renseignement, mais ce qui est peut-être plus problématique, c'est chez les fournisseurs technologiques privés, Palantir. Maintenant, je pense que ce nom-là, vous le connaissez certainement plus, mais aussi finalement chez des opérateurs historiques américains, chez beaucoup de sociétés. Donc effectivement, hein, le FUD a permis de justifier le fait qu'on prenne des décisions extrêmement fortes avec justement le Patriot Act, et cette résultante, c'est la disparition d'un certain nombre de libertés civiles. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça a eu des résultantes de ce type-là. Donc la mécanique, elle est assez simple. Hein. On invente un danger qui est réel. Je ne nie absolument pas le terrorisme. Par contre, peut-être que le poids qu'on lui fait porter est surestimé, et cette surestimation, elle est probablement calculée pour imposer une solution qui est disproportionnée et qui sert des intérêts spécifiques. Et on discrédite quiconque s'y oppose comme naïf ou irresponsable. Encore une fois, je ne nie absolument pas la réalité et l'existence du terrorisme. Par contre, regardons de façon objective, pragmatique, c'est un peu le credo de la chaîne Ultra Green, les impacts réels que ça a versus les impacts sur la vie privée et sur notre liberté et notre capacité à vivre normalement. Un humain, il est pas sur Terre pour respecter des règles et strictement respecter des règles. Il doit le faire parce qu'il s'intègre dans une société, mais il est avant tout là pour vivre. Et c'est quand même dommage si on se dit, on n'est quand même pas si longtemps que ça sur Terre, on passe plus de temps à se brider parce qu'on a peur, c'est un peu dommage. Surtout si ces peurs ne sont pas forcément complètement rationnelles. Donc le deuxième cas qu'on va regarder, c'est le discours anti-immigration. Et en ce moment, clairement, enfin, je pense qu'avec ce qu'on a vu avec l'ICE et ainsi de suite, maintenant la sensibilité globale, elle est peut-être plus importante, meilleure, j'espère. Et donc le discours anti-immigration pour détourner le débat économique. Clairement, hein, attaquer l'immigration, c'est mettre un voile pudique sur ses faiblesses, sur sa capacité à gérer de façon correcte l'économie d'un pays. Dans de nombreux pays européens, mais clairement pas que européens, il y a des partis qui instrumentalisent la peur de l'immigration, dans tous les pays, partout en fait maintenant, pour éviter le débat sur les inégalités économiques, la concentration des richesses, la dérégulation du marché du travail. Je ne fais pas non plus l'apologie du communisme. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a une place pour le profit et la construction du profit, mais disons qu'il doit y avoir quelque chose d'assez raisonné. Et le fait de mettre, ce que je dénonce ici, c'est surtout le décalage des discours vis-à-vis de ces sujets comme excuse
comme arbre qui cache la forêt. Donc le FUD, qu'est-ce qu'il va permettre ici et comment il va se manifester? Ils vous prennent vos emplois, vos aides, votre culture, le grand remplacement ou c'est ce vocabulaire qu'on peut entendre régulièrement. L'alternative qu'on évite de discuter, c'est reparler de redistribution fiscale, de régulation un petit peu des entreprises, et notamment des grosses entreprises, et puis travailler ensemble sur un financement des services publics. À qui va profiter la peur sur ce sujet? Bah, tous ceux qui vont bénéficier d'un statu quo économique. Et quand on voit l'exacerbation des richesses dans le monde, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus riches, à quel point elles deviennent de plus en plus riches, je pense qu'effectivement, personne ne peut nier le fait qu'il y a une dérégulation et que ce statu quo va permettre effectivement encore une fois, aux gens qui gagnent le plus d'argent de continuer à en gagner plus et de ne pas avoir à discuter du partage, parce que finalement, le partage, la problématique, c'est l'immigration. Donc, le troisième cas sur lequel je voulais aller regarder, c'est le chiffrement. Là, on va aller retourner un peu plus vers l'informatique et vers les sujets courants d'Ultragreen. Le chiffrement et le discours anti-pédocriminalité. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a été mesuré, constaté. Donc, depuis 2020, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont poussé pour un projet de loi, notamment le règlement Chat Control européen, pour scanner automatiquement les messages privés, y compris chiffrés. Quand on regarde le sujet, on peut se dire, oui, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'effectivement, nos médias nous parlent régulièrement des problèmes de pédocriminalité. Moi, j'ai des enfants, je suis pas plus rassuré que les autres quand ils sont sur Internet, parce que c'est une zone d'exposition. Par contre, est-ce que le fait de se dire, on va empêcher le chiffrement sur Internet est une bonne solution? Peut-être pas. Et du coup, Signal, Proton, Mozilla et plus de 300 chercheurs en cryptographie ont alerté sur ce détournement du discours de protection de l'enfance. Une lettre ouverte en juillet 2023 pour expliquer que non, c'est pas ça le problème. Ce que nous disent les gens qui utilisent le fun, ils vont dire le chiffrement protège les pédocriminels. C'est peut-être, mais en tout cas, de toute façon, si on enlève, c'est pas ça qui va changer le problème, c'est pas ça qui va enlever la pédocriminalité. En plus, il faut quand même se dire que finalement, une grosse partie de la pédocriminalité, elle se fait dans le domicile, au sein du domicile, ou au moins au sein du cercle familial, dans de nombreux cas. Donc finalement, est-ce que le pédocriminel le plus dangereux et le plus généralement mis en cause, il est sur Internet, on peut se poser la question. Si on regarde les chiffres, on regarde que finalement, la pédocriminalité presque familiale, elle est absolument pas négligeable, ou pas forcément familiale, mais dans l'entourage direct. Donc de se dire qu'on va régler le problème en enlevant le chiffrement, non, il y a sûrement quelque chose de caché derrière. Donc qu'est-ce qu'on dit pas? Affaiblir le chiffrement, ça expose tous les citoyens. Ça empêche les journalistes de travailler correctement et dans des conditions de sécurité suffisantes. Ça neutralise la capacité d'alerte d'un certain nombre de lanceurs d'alerte. Ça empêche la dissidence justifiée. Ça pose des problèmes pour un nombre important d'entreprises. Et puis, ça rend plus vulnérable à la surveillance et au piratage. Et donc, finalement, peut-être que c'est aussi un problème pour les entreprises elles-mêmes d'un point de vue économique. Alors, à qui profite la peur sur ce sujet? Là, pour le coup, c'est plus aux États, dans une moindre partie et pas systématiquement, mais c'est les États qui veulent étendre leur capacité de surveillance, mais surtout aux entreprises qui veulent accéder au contenu des communications, et puis qui sont aussi présents sur les marchés publics sur lesquels ils essayent de se positionner, et qui font un lobbying, qui produisent un lobbying préfabriqué à destination des parlementaires pour défendre ces lois dans les différentes assemblées. Donc voilà, clairement, encore une fois, il faut bien comprendre que derrière le FUD, il y a toujours un vrai problème. Il y a toujours une situation complexe, problématique, qu'il faut traiter. Mais le FUD propose systématiquement une solution qui ne va pas répondre réellement au problème, parce que c'est pas l'objectif, c'est de se servir de ce problème pour obtenir un résultat particulier. Et c'est ce qu'on voyait dans la démarche de Microsoft, de se dire Linux c'est très très bien et ça risque d'être concurrentiel par rapport à moi, je vais utiliser la technique du FUD. Et si c'est théorisé, c'est pas pour rien. Alors,
On va essayer de regarder aussi dans les médias, hein, la fabrique du doute, hein, c'est quelque chose qui a été... il y a des écrits hein, sur le sujet, je les citerai. Hein. La fabrique du doute comme modèle économique. Donc, le déni climatique organisé. Pendant des décennies, l'industrie pétrolière a financé des think tanks, des experts et des campagnes médiatiques pour semer le doute sur la réalité du changement climatique. Maintenant, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on le voit, hein, sur tous les sujets sur lesquels on creuse de façon un peu plus poussée, sur lesquels la science donne la réponse, ou c'est-à-dire où il y a du tangible, finalement on arrive à lutter un peu, à casser un peu cette mécanique. Par contre, on voit il y a encore des États avec des dirigeants qui sont encore dans ce déni hein, climatique, donc tout n'est pas fait. Et en plus, on voit que finalement ces États sont très enclins à contrôler les médias. Mais on n'est pas plus fiers que les autres sur le sujet. Nous aussi, nos médias, effectivement, ont des problématiques qu'il va falloir qu'on adresse en termes d'appropriation par un certain nombre de très grandes fortunes, effectivement, autour de Bolloré, autour d'acteurs de gros chefs d'entreprise avec des opinions qui, effectivement, peut-être sont contestables. Alors, clairement, hein, moi je vais essayer d'être concret. Le but, c'est pas, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est peut-être un peu militant dans ma démarche, mais j'essaye d'être le plus pragmatique et je ne veux pas imposer d'opinion si elle n'est pas étayée par du concret. Sur le déni climatique, ce qui est très clair et qui est démontré, c'est qu'en 1977, Exxon savait hein, que les combustibles fossiles provoquaient le réchauffement climatique. Révélation dans Inside Climate News en 2015, confirmée par... Et maintenant, il y a tellement d'écrits qui le confirment, tellement d'éléments tangibles de scientifiques qui le confirment qu'il n'y a plus besoin de le prouver. La stratégie, ne pas nier frontalement, mais créer du doute. La science n'est pas certaine, et aux États-Unis, on voit les ravages que ça peut provoquer, il ne faut surtout pas que ce soit le cas chez nous. Il y a un débat, et les modèles ne sont pas fiables. Donc effectivement, le but, c'est pas de... on sait qu'on ne peut pas lutter frontal hein, sur ce sujet-là, donc on va plutôt essayer de se dire « Ah, mais peut-être que... » Le doute. Résultat, 30 ans de retard dans l'action climatique mondiale. Et on n'a toujours pas réglé ce problème. Le parallèle avec l'open source, il est direct. On ne dit pas l'open source est mauvais, on dit l'open source pose des questions, il y a des risques, la sécurité n'est pas garantie, juste assez de doutes pour que les décideurs pressés restent sur le choix propriétaire par défaut. Le but du jeu, c'est pas encore une fois, de ne surtout pas tuer la poule aux œufs d'or, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder, je voulais le faire aussi par le biais de l'open source, pour montrer que finalement cette technique, quand on essaye de regarder avec l'esprit critique, on retrouve des similitudes. Donc, le but, c'est de ne pas tarir la source, de ne pas tuer la poule aux œufs d'or, mais d'être le seul à boire à la fontaine, et à contrôler cette fontaine. Donc au niveau des médias d'influence, on va continuer hein, sur la fabrique du consentement. Noam Chomsky et Edward Herman décrivaient en 88, donc ça date pas d'hier, hein, dans Manufacturing Consent, comment les grands médias, hein, structurellement liés aux intérêts économiques dominants, et on le voit, hein, c'est encore tout à fait vrai, peut-être encore plus vrai maintenant, filtrent l'information pour protéger un statu quo. L'open source, c'est l'ennemi. Mais vous pourriez dire la même chose sur plein de sujets de politique actuelle. Et encore une fois, je préfère rester sur un chemin pragmatique pour essayer d'illustrer tout ça. Les mécanismes identifiés s'appliquent parfaitement au débat open source versus propriétaire. Donc le filtre de Chomsky-Herman, propriété des médias, dépendance aux sources officielles, campagne de dénigrement et pression, et ennemi commun. Donc si on regarde l'application au débat technique, la propriété des médias, les médiathèques majeures dépendent de budgets publicitaires des leaders du marché. On retrouve la même mécanique. Dépendance aux sources officielles, les experts cités sont souvent des employés ou consultants des éditeurs propriétaires. Je ne veux pas non plus généraliser ou marginaliser, hein, mais j'attire hein, sur la vigilance sur le sujet. Et les campagnes de dénigrement. Quiconque défend l'open source dans un contexte corporate est souvent qualifié de militant ou d'idéaliste. Et j'ai été confronté. Moi, je ne suis pas dans une entreprise où il n'y a pas cette conscience. On est plutôt effectivement une entreprise où on veut fabriquer avec l'open source. Mais malgré tout, il y a encore des vieilles habitudes qui persistent. Enfin, sur l'ennemi commun, le hacker, hein, le risque cyber, et malheureusement maintenant il devient de plus en plus vrai. Et clairement, je ne suis pas du tout dans le déni, j'ai fait suffisamment de vidéos pour le démontrer. Mais est-ce que c'est l'open source le problème, le manque de support aussi ? Non, ça sert de repoussoir permanent. Donc on voit effectivement la fabrique du consentement, les mécaniques sont les mêmes.
La, la- la mécanique commune, hein, si on cherche à faire une synthèse visuelle autour du FUD, c'est donc effectivement identifier une peur légitime. Il faut qu'elle soit légitime, il faut que ce soit une vraie peur. Sinon, forcément, ça ne va pas marcher. On fait quand même appel à l'intelligence humaine. Donc terrorisme, pédocriminalité, faille de sécurité, changement climatique, immigration, vous pouvez en trouver autant que vous voulez. On va amplifier ou le détourner. Alors c'est plutôt souvent effectivement la conjonction des deux, hein. On associe cette peur à l'alternative qu'on veut éliminer, chiffrement, open source, régulation, transition énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt économique ou dans l'intérêt global de ceux qui veulent en profiter, hein, je suis bien clair. On va proposer sa solution comme la seule et unique option, surveillance, logiciel fermé, énergie fossile, fermeture des frontières. Et puis enfin, on va discréditer tous ceux qui questionnent. Mais si tu dis ça, c'est que t'es naïf, c'est que t'es irresponsable, c'est que t'es militant. Bon, ça va moins m'embêter. Ou au minimum que t'es pas sérieux. Moi, je suis pas sérieux, mais sauf quand j'essaye de vous expliquer des choses. Le résultat, c'est la préservation des statu quo. Le profit reste concentré, le pouvoir reste en place, ou dans certains cas, par rapport aux illustrations, l'alternative, elle est marginalisée. Donc, à qui profite la peur? Donc, dans tous les discours qui invoquent la peur pour restreindre une liberté ou éliminer une alternative, la première question à se poser, c'est: le risque est-il réel? Le risque, il est probablement réel, mais après, la question qui est derrière, c'est quelle est la dimension de ce risque et quel est l'impact de ce qu'on me propose versus ce risque. Et il faut faire ce travail intellectuel systématiquement. Parce que sinon, effectivement, il y a des vrais problèmes. Et ces problèmes, il faut les traiter. Est-ce que la solution qu'on me propose va être la réponse à ce problème? C'est qui gagne si je renonce? Est-ce que c'est une victoire collective ou c'est une victoire qui est très connotée d'un gain local et spécifique? Cette question, donc on va essayer demain de regarder plus en détail, plus précisément, et puis on va essayer de voir, donc cette question, on va essayer de la regarder autour du discours sur l'open source, et on va parler aussi d'IA dans les prochaines vidéos. Donc, rendez-vous demain pour regarder les causes profondes, fermer pour profiter, et puis cette notion de contrôle passif. Au revoir.